Déjà aux premiers âges de l'histoire, les peuples méditerranéens vantaient la fécondité de la terre tunisienne. Mais c'est Rome qui devait lui donner ce nom de grenier qu'elle a depuis conservé à travers les avatars et les bouleversements. La Tunisie, aujourd'hui comme hier, avec la variété et l'abondance de ses productions, la Tunisie est avant tout un royaume agricole. Quand, sous le soleil de juin, la pointe des épis marque l'heure de la récolte, on peut voir encore dans certaines régions les fellahs reproduire sans changement les gestes de la moisson telle qu'elle apparaît dans les bas-reliefs égyptiens sur la paroi des temples et des tombeaux. Méthodes archaïques qui se poursuivent, identiques à celles des plus lointains autrefois, mais dont le rendement est naturellement très faible. Images pittoresques, mais que les progrès de la culture apportés par la vie française font reculer chaque jour pour les remplacer par d'autres images, celles d'une abondance plus large et d'une fécondité plus poussée. Car ces terres que Pline qualifiait de champs inépuisables ont déjà parfois trouvé leur vérité. Dans les plaines que traverse la Medjerda, les méthodes de culture s'apparentent davantage à celles du Canada ou des États-Unis qu'à celles de l'ancien monde. Là, d'immenses espaces s'offrent comme des océans jaunes au passage des plus modernes moissonneuses. L'introduction en Tunisie en 1910 par un colon français de la méthode dite culture sèche a permis d'accroître en effet le rendement des terres à céréales à un tel point que vers 1935, la Tunisie, qui jusqu'alors importait son blé, était devenue exportatrice. Certes, la culture des céréales a énormément souffert ces dernières années, à la fois de la sécheresse et du manque d'engrais. Il en est résulté une diminution des surfaces cultivées comme du rendement. Il n'en reste pas moins que l'extension du système des coopératives agricoles, qui ont donné naissance à ces dox-silos de la Manouba, les plus modernes au monde, ne soit demain le point de départ d'une élévation considérable et des surfaces emblavées et du taux de production. Ce système coopératif se manifeste surtout par la multiplication des coopératives de motoculture, telles celles de Gafour, où sont groupés agriculteurs français et tunisiens, et qui disposent d'un matériel d'une puissance telle qu'on peut la comparer aux installations les plus modernes du Nouveau Monde. Ce que l'Antiquité disait des blés tunisiens, elle le disait également des vignobles. Carthage, nous racontent les historiens, trônait sur toute l'Afrique dans l'abondance de ses moissons et de ses vendanges. Et l'on disait à Rome que les vignes africaines produisaient des grappes aussi grosses que la tête d'un enfant. Le vignoble tunisien a beaucoup souffert ces dernières années. Ravagé par le phylloxéra, sa surface a diminué d'un bon tiers. Mais grâce au remplacement des plants qui se poursuit, on pense le voir retrouver dans une quinzaine d'années sa prospérité d'autrefois. Là aussi, l'effort collectif a mené à bien la réalisation d'un vaste programme d'équipement. La vinification s'opère en effet souvent en commun dans des caves coopératives. Les viticulteurs, par un effort conjugué, ont doté la régence d'installations modernes, munies d'un outillage perfectionné, telle la distillerie coopérative de Djeloud, qui est capable d'assurer à la fois la vinification et la distillation des alcools. Sait-on que la Tunisie produisait, bon an mal an, avant la guerre, quelques 2 millions d'hectolitres. À ces deux richesses principales, le blé et le vin, s'en ajoute une troisième, l'huile. Les plantations d'oliviers, qui se développèrent sous l'impulsion des premiers colons romains, furent reconstituées sous la dynastie husseinite vers 1780. La venue des Français devait assurer à l'oléiculture son essor définitif. Aujourd'hui, le nombre des oliviers, qui était de 8 millions en 1880,
est passé à 22 millions. Les doigts armés de cornes de mouton, les cueilleurs peignent à la bonne saison les branches de l'olivier pour les dépouiller de leur charge parfumée. Méthode ancestrale, usitée déjà au temps où, selon les auteurs arabes, on pouvait de Tripoli à Tanger cheminer à l'ombre ininterrompue des oliviers. La transformation de l'olive en huile est accomplie dans des huileries où se mêlent aujourd'hui les méthodes traditionnelles et les formules les plus modernes. Mais chacun donne sa part à cette production du beau liquide ambré qui se chiffrait d'avant-guerre par plus de 700 000 quintaux. On sait que les Tunisiens sont gros consommateurs d'huile. Chacun d'eux en consomme par an de 25 à 30 litres. En dépit de cette consommation considérable, la Régence pouvait naguère exporter plus de 25 000 tonnes du précieux liquide. Les méfaits de la sécheresse et les déficiences nées de la guerre ont amené une sérieuse baisse de la production. Mais le passé de l'oléiculture tunisienne reste le garant de l'avenir. Demain, l'olive et l'huile feront à nouveau la richesse de la terre tunisienne. Les trois grands chapitres du blé, du vin et de l'huile n'épuisent pas la question agricole en Tunisie. Ce pays est aussi la terre bénie de l'alpha qui y croît naturellement sur les déserts des plateaux. Cette graminée sauvage, dont l'usage dans la papeterie prenait avant-guerre une importance croissante, est beaucoup moins exploitée aujourd'hui, faute des transports maritimes nécessaires à son exportation. Il n'est pas douteux que ce problème résolu, l'alpha, dont la Tunisie est l'un des premiers producteurs, ne reprenne sa place dans l'économie tunisienne. En regard de cette culture naturelle, il convient de placer l'énorme effort de plantation qui a amené l'établissement de ces magnifiques vergers qui comptent maintenant quelque 1 500 000 pieds. Orangers, citronniers, mandariniers de toutes sortes et de toutes races croissent à l'envi, chargés à la récolte de fruits teintés de tous les ors. L'augmentation de la production et des besoins de l'exportation qui en étaient résultés avait amené la création de vastes usines où les agrumes de toute espèce étaient préparés, triés, lavés, empaquetés dans les meilleures conditions. Les agrumes tunisiens se préparaient, lorsque survint la guerre, à prendre une place de premier rang sur le marché européen. Les problèmes du ravitaillement local ont, ces dernières années, amené une diminution très sensible des exportations. Nul doute en tout cas que, d'autres temps venus, la Tunisie ne trouve dans les produits de ses vergers une large source de prospérité. Pour l'instant, oranges et citrons tunisiens s'offrent de toutes parts sur les marchés de la Régence. La Tunisie consomme la presque totalité de sa production d'agrumes. Mais en mangeant ces oranges, elle espère que reviendra bientôt le temps où partaient de ses ports des navires pleins de ces pommes d'or des Hespérides. Il serait injuste de passer sous silence, dans le domaine des fruits tunisiens, l'extraordinaire extension qu'a prise dans le sud la culture du palmier dattier. De 38 à 46, le nombre de ces beaux arbres est passé de 2 600 000 à plus de 3 millions. Groupés partout où l'eau sourd du sol, les palmiers forment dans le sud ces belles oasis dont parlent à la fois les récits des poètes et les rapports des administrateurs. C'est la vie que marque l'apparition d'une oasis, et c'est une prospérité nouvelle que manifeste la progression des récoltes dattières. Le commerce de cette production, en dépit de la permanence de nombre de problèmes douloureux issus de la guerre, a d'ailleurs suivi depuis la libération une courbe ascendante. C'est 55 000 quintaux de dattes qu'exporte actuellement la Tunisie, contre 35 000 en 1938. On ne connaîtrait pas totalement les possibilités et les réussites agricoles de la Tunisie si l'on oubliait l'élevage. Si le cheptel porcin est pauvre, par contre, le troupeau ovin
en diminution par rapport à l'avant-guerre, compte cependant près de 2 millions de têtes. Et les éleveurs s'efforcent d'améliorer par des croisements la qualité des laines tunisiennes. Le cheptel bovin, qui avait diminué de quelques 100 000 unités, est en bonne voie de reconstitution. Mais comme dans tout le nord de l'Afrique, une place de choix dans l'élevage tunisien est réservée au cheval. Le centre de Sidi Tabet, dont les produits sont renommés, continue avec succès sa tâche d'amélioration en coordonnant les efforts des éleveurs et en leur apportant les enseignements tirés d'une expérimentation rationnelle de tous les problèmes de la zoologie appliquée. C'est ainsi que dans tous les domaines agricoles qui lui étaient donnés, la Tunisie a marqué sa volonté de vivre. Assurée de l'importance de ses dons, elle s'est efforcée de les faire valoir. Si aujourd'hui les suites de la guerre l'ont contrainte à un temps d'arrêt, il apparaît comme certain que demain elle reprendra son ascension. Ici encore, le passé est garant de l'avenir.